Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a l'impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert. Bonjour, je suis Théo, bienvenue dans le bal local. C'est moi qui serai votre chef d'orchestre pour les minutes qui vont suivre. Bonjour Simon, merci de rejoindre le bal local pour une nouvelle danse. On va parler ensemble de freelancing, d'entrepreneuriat et de transformation du monde du travail. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, toujours prêt, comme tous les anciens. Alors c'est parti. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre profil et qui êtes-vous ? Alors, j'ai une expérience importante dans le métier des achats, approvisionnement, toute la chaîne d'appro. Je ne dirai pas le nombre d'années parce que ça va dévoiler mon âge, mais une expérience significative dans des grands groupes et des TPE. Donc, ce qui me permet aujourd'hui d'apporter une vision, un retour d'expérience en ce qui concerne ce métier et cette expertise. Alors, le métier du service achat, c'est bien ça ? Alors, le métier des achats, effectivement, c'est quelque chose qui a émergé dans les années 90. Donc, vous voyez, on vient de loin. Et on s'aperçoit d'une chose extrêmement simple. C'est quand vous regardez le chiffre d'affaires d'une entreprise, l'entreprise achète pour la moitié de son chiffre d'affaires vente, c'est-à-dire 50%. Mais ne consacre que moins de 1% pour gérer les 50%. Cherchez l'erreur. Donc, à partir de ce constat-là, on a tout intérêt à professionnaliser ce métier, d'où l'émergence de cette nouvelle action, de nouveau métier, qui est les achats industriels. Alors, je parlerai tout particulièrement achat industriel par rapport à l'achat de la grande distrie, qui est, je dirais, un métier un peu particulier. En revanche, achat industriel, achat négoce et achat-revente se rejoignent plus ou moins, avec des difficultés autres. Alors, à travers cela, l'entreprise également est un facteur déterminant. L'entreprise, aujourd'hui, a de plus en plus de valeur, de plus en plus de vision. Et cette valeur et cette vision, elle se développe tout particulièrement à travers des certifications et des engagements, dont on parlera tout à l'heure, effectivement, dans la conférence, notamment la médiation entre entreprises. Cette médiation, ces signatures, par exemple, engagement avec le Pacte mondial des Nations Unies, avec des certifications ISO, avec le PEFC, qui est l'engagement des bois, du papier issus de forêts gérées durablement. Donc, ce sont des facteurs qui affichent des valeurs fortes dans une entreprise. Et ces valeurs fortes signifient que ces entreprises-là ont un engagement important vis-à-vis de leurs salariés, mais également vis-à-vis de leurs clients. Alors, comment traduire cela dans la pratique ? Simplement par l'acquisition de biens et services dans le respect de ces engagements. D'où on décline des critères de sélection de fournisseurs. Ces critères de sélection de fournisseurs se doivent d'être éthiques, déontologiques, dans le respect de ces valeurs. Voilà le métier des achats. Alors, ils doivent, je dirais, créer l'ensemble de cet écosystème fournisseur pour répondre à ses besoins, mais également faire de la prévention, veiller à la gestion de ces risques. Dès que vous faites une acquisition de biens et services à l'extérieur, vous créez un risque. Alors, le risque de travailler avec quelqu'un, par exemple, qui est exposé à la corruption, le risque, par exemple, de travailler avec la société Lubrizol, qui est d'actualité, et donc qui peut rejaillir sur votre entreprise avec des conséquences non négligeables dans les médias, mais également des risques de corruption interne. C'est quelque chose d'important dans les grandes entreprises, d'où aujourd'hui des signatures de chartes internes, des engagements qui permettent de protéger et l'entreprise et le salarié. Les entreprises également sont engagées dans des certifications. Certification ISO 9001, qui est la qualité, 14001, l'environnement. Et de plus en plus, ces normes ont évolué en intégrant des critères RSE, responsabilité sociétale des entreprises. À partir de là, un acheteur doit intégrer ces critères et cette vision dans la sélection de son fournisseur. Alors, si on fait un focus sur le freelancing, la vraie difficulté pour les grandes entreprises sont de sélectionner des petits acteurs, entre guillemets. Toutes les grandes entreprises ont mis en place des démarches de réduction du nombre de fournisseurs. Donc, ils travaillent de plus en plus gros
avec des entreprises de plus en plus grosses, des chiffres d'affaires de plus en plus grands, pour pouvoir massifier et avoir une puissance d'achat et donc une puissance de négociation. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement le recrutement et la qualification des freelances, elle ne se fait pas par le service RH d'une entreprise, mais bien par le service achat. Comment elles arrivent à gérer ça et surtout quels sont les enjeux pour elles d'aller chercher des expertises aussi précises et aussi de petites entreprises qui correspondent pas forcément, comme vous le disiez, à de grandes entreprises partenaires. Alors, la vraie difficulté, effectivement, c'est de recruter ou de qualifier un savoir-faire d'un indépendant, d'un freelancing. Alors, souvent, on s'aperçoit que le freelance rentre par le métier, c'est-à-dire la DSI en général, parce que le réseau de la DSI, parce que le savoir-faire et l'expertise qu'il recherche est plutôt côté DSI, donc direction de l'informatique tout particulièrement. Et ensuite, les achats sont chargés de régulariser les opérations. Sachant que pour payer une facture, il faut qu'il y ait une commande, il faut qu'il y ait un accord. Et donc, fatalement, ça passe dans le goulot des achats avec deux aspects. Un premier aspect qui est la qualification de ce fournisseur. Si un freelanceur veut rentrer, ou un freelance veut rentrer en indépendant, c'est peine perdue, il n'y arrivera pas. Sauf à ce qu'il ait une expérience extrêmement significative et très pointue. Alors, il y a deux étapes. Une première étape qui est le DSI se dirige vers les achats pour rechercher cette expertise. Et donc, les achats vont faire ce qu'on appelle du sourcing. Et donc là, vont sourcer, mais ils ne vont pas sourcer sur LinkedIn, quoique, aujourd'hui on le fait de plus en plus, mais ils vont sourcer à travers des plateformes qui sont déjà clients de l'entreprise. Toutes les grandes plateformes et les tiers de confiance sont des vecteurs, pour une grande entreprise toujours, de sélection de ses fournisseurs, parce qu'ils sont passés à travers le filtre de la sélection, le filtre de la santé financière, le filtre des actionnaires, et l'obligation de sécurisation réglementaire qui est ce qu'on appelle, à grands mots, l'obligation de diligence raisonnée. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit s'assurer que l'entreprise a payé toutes les cotisations sociales, ne travaille pas avec de la main-d'œuvre un peu, j'allais dire, venant de pays émergents non payés, ou qui travaillent dans des pays un peu exotiques, sans respecter des lois. Donc ça fait partie de l'obligation qu'ont les acheteurs. D'autre part, on doit également respecter une loi qui s'appelle la loi Sapin 2 depuis janvier 2017, qui oblige à se protéger contre le blanchiment d'argent et la corruption. Donc ça veut dire qu'il est mis en place un certain nombre de processus pour sécuriser et faire de la prévention. Donc de la gestion du risque. Donc l'acheteur est à la fois à deux missions, la mission de gestion des risques, mais également une mission de négocier et d'acheter au meilleur coût global, ce qu'on appelle le TCO, Total Cost of Ownership, qui est en fait le coût global de l'opération. Sachant que sélectionner un fournisseur ou référencer un fournisseur, ça coûte de l'argent. Donc, les achats vont réduire le panel fournisseur et le parc fournisseur par segment d'achat. Donc, le freelanceur et le freelance a tout intérêt, à se rapprocher d'une plateforme et d'un réseau pour permettre, en fait, l'accession dans des grandes entreprises. Ensuite, il y a un point extrêmement capital qui est la maturité de la fonction achat. Dans toutes les entreprises, on n'a pas le même niveau de maturité. C'est-à-dire qu'il y a des services achats qui sont reconnus et qui dépendent de la direction générale, et vous avez des services achats qui dépendent de la direction industrielle, qui dépendent de la direction administrative et financière, etc., etc. Et qui ont ce qu'on appelle un taux de couverture, c'est-à-dire toutes les dépenses de l'entreprise passent à 100% par les achats. Ce qui arrive, jamais. Exemple, votre dirigeant va chercher son avocat, il ne va pas passer par vous. Il va chercher également son agence de com. Rares sont les achats de com, parce que le marketing est souvent prépondérant et on va régulariser, c'est-à-dire qu'on va faire du curatif. Le marketing va aller voir le service achat, il va lui dire c'est des gens bien et donc il faut les référencer. Donc on est parfois dans des luttes de pouvoir.
Je ferme la parenthèse. Donc ce niveau de maturité est important. Donc un conseil à tous les freelances, regardez déjà si la fonction achat est rattachée à la direction générale, vous verrez, vous constaterez un certain nombre de niveaux de maturité. Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, 2 réponses possibles, c'est parti. Si je vous dis grand groupe ou TPE, qu'est-ce que vous choisissez? Alors, TPE, tout simplement, à cause de ma deuxième responsabilité qui est associée à l'Institut Ace Academy. Dans notre mission, c'est d'aider les PME et PMI du secteur, donc local, à mieux acheter et donc à mieux intégrer la nouvelle valeur ou de la valeur ajoutée ou de l'innovation dans ses achats. Si je vous dis salarié ou entrepreneur, quelle vie choisissez-vous? Vaste débat, j'ai les 2 casquettes, donc je suis à la fois salarié et à la fois auto-entrepreneur. Donc la difficulté, effectivement, c'est en fonction de l'âge et en fonction de l'expertise, les deux évoluent. On veut un choix. Le choix, aujourd'hui, c'est le freelancing, c'est sûr. Ça nous va. Si je vous dis chercheur ou enseignant? Alors, enseignant, parce que j'enseigne depuis maintenant un certain nombre d'années que je dirais toujours pas, mais ça remonte dans les années 90, donc vous vous doutez. Donc, bien sûr, c'est enseignant. Enseignant pour transmettre. Donc, beaucoup de ma préoccupation, c'est la transmission de valeurs, la transmission d'éthique, de déontologie dans notre métier qui est parfaitement exposé à tous ces risques dont on a parlé tout à l'heure, qui est la corruption, qui est également un choix honnête citoyen des entreprises, mais également savoir dire non à une entreprise qui a des soucis, mais lui dire en la faisant progresser. Ça, c'est important. Alors si je vous demande une musique qui représente un peu votre quotidien dans la partie achat comme dans la partie formation, qu'est-ce que vous me proposez? Alors, vous allez sourire, c'est La Passion selon saint Matthieu. Donc vous voyez un petit peu, c'est le Christ en croix, hein, donc je vous laisse deviner. Selon vous, comment les entreprises fonctionnent-elles pour répondre à la pénurie sur certains métiers stratégiques? Alors c'est effectivement un vrai débat dans les services achats, c'est d'aller sourcer les expertises et les bonnes pratiques. Le vrai problème que l'on rencontre, c'est que ces expertises ne sont mal qualifiées, mal caractérisées en interne, parce que justement, on n'a pas ce savoir-faire. Et donc le métier des achats, c'est d'aller butiner, d'aller chercher le marché, d'aller regarder un peu ce qui se passe, d'aller regarder ce qui se fait chez les concurrents aussi, et ce qui se fait dans les autres métiers, dans les autres secteurs d'activité. Donc l'idée, c'est d'apporter de la valeur par la recherche de bons profils. Et là, on a toute une vraie révolution qui est en train de se préparer sur l'intelligence artificielle liée à la recherche de profils de ce genre, de profils à expertise extrêmement pointue. Aujourd'hui, moi, je suis un indépendant dans le métier du marketing et du digital. J'ai envie de me faire référencer dans un grand groupe. Quels sont les conseils très opérationnels que vous pouvez m'apporter pour être très bien référencé? Alors, la problématique de référencement, c'est de ne pas faire la première erreur, c'est-à-dire d'aller voir directement le service marketing. Alors, je plaisante, il faut commencer par là. En revanche, souvent, le service marketing va demander ensuite aux achats
de qualifier cette expertise. Et dans la qualification, la fonction achat ne va pas vous qualifier. Il va vous demander de passer par un tiers de confiance. Je dirais 9 fois sur 10. Sauf dans les PME, TPE. Et là, on arrive à quelque chose d'hyper intéressant. C'est comment une PME, TPE a accès à une expertise précise, à une expertise formalisée à travers un freelancing. Aujourd'hui, la TPE peut avoir accès à un savoir-faire extrêmement intéressant sans passer par des grandes entreprises ou des petites entreprises. Là, les freelances ont tout intérêt à développer leur recherche sur le territoire des TPE, voire également les syndicats CPME par exemple, qui permet à ces entreprises, à ces petites entreprises, d'accéder à des savoir-faire particuliers à moindre coût, parce qu'on parle aussi de coût, mais on parle également d'expertise. Donc, quand on rentre dans une petite entreprise, on arrive fatalement tout de suite aux dirigeants et donc on arrive plus rapidement à une décision. Quand vous rentrez dans une grande entreprise, il faut aller chercher le décideur. Soit le décideur pose une question et vous trouve, mais si vous prospectez, la difficulté, c'est d'aller rechercher par ce sentier-là comment vous y allez. En général, les achats, c'est extrêmement difficile parce que les achats travaillent d'abord sur les achats à risque et sur les achats à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire les chiffres d'affaires les plus importants. Donc, cette expertise-là qu'ils recherchent, sauf si elle est stratégique pour un projet, pour la gestion de projet, et si elle n'est pas dans leurs objectifs ou dans leurs priorités, ça va être extrêmement difficile d'y accéder. Et du coup, permettez-nous de prêcher un peu pour notre paroisse. Est-ce que vous pensez que le fait de rejoindre un collectif avec une structure quand même un peu plus forte, avec un peu plus d'expérience et aussi de stabilité, peut-être une solution pour être mieux référencé et pour accéder aussi en tant que freelance à des grands comptes et du coup à de grands projets? Effectivement, je vous rejoins sur ce sujet-là, c'est-à-dire la transversalité de vos expertises, l'addition de vos compétences est un élément fort. Et surtout, ça va dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'un service achat ne va sélectionner qu'un fournisseur, mais avec plein de compétences. Et donc, vous rentrez dans les objectifs, vous rentrez dans ce schéma de fonctionnement, vous rentrez dans ces processus. Donc là, tout le monde a y gagné. De plus, entre choisir une entreprise et choisir du freelancing, le freelancing est plus rapide, le freelancing est complètement engagé, il ne passe pas par un filtre d'une entreprise, d'une organisation. Donc l'acheteur en général, il comprend très vite qu'il y a tout intérêt à fidéliser et tout intérêt à faire ce genre de choix pour promouvoir. D'autant plus qu'il s'est engagé vers la RSE. Responsabilité sociétale des entreprises, donc aider les petits à grandir, c'est aussi de sa responsabilité. Donc là, un prospect qui est signataire RSE, c'est un prospect intéressant pour vous. Okay. Alors, qui dit freelance dit souvent liberté, autonomie, métier de passion, mais la réalité, elle est souvent bien loin de cet idéal. Le statut d'indépendance est aussi synonyme de protection sociale limitée, d'activité fluctuante et d'une incontestable lourdeur administrative. Est-ce que vous avez des conseils à nous livrer pour qu'on puisse s'épanouir en tant que freelance ? C'est une question difficile. Alors, une chose est sûre, c'est qu'il faut vivre sa passion. Il faut vivre votre passion. Si vous ne trouvez pas une structure qui vous le permette, effectivement, la meilleure chose, c'est de développer sa propre structure. Et travailler en indépendant, ça peut vous permettre effectivement de pouvoir, élargir ses horizons et de pouvoir vous donner à votre passion et à vos engagements. Ensuite, ne jamais rester seul. Ça, c'est vraiment un vrai conseil. Donc, rester sur des réseaux, rester sur des contacts, rester sur des incubateurs, rester sur des plateformes, c'est vraiment important parce que vous apprenez des autres. Et ça, c'est vraiment... c'est très important. Est-ce que vous avez des références, des livres ou des études que vous voudriez partager avec nos auditeurs ? C'est une bonne question, encore une fois. Un livre que je suis en train de lire, le dictionnaire amoureux du rugby, tout simplement. Alors, ça nous a fait, avec mes collègues, réfléchir à dire, mais pourquoi on ne créerait pas un dictionnaire amoureux des achats ? Donc, ça permettra de transmettre nos pratiques, de transmettre quelques idées et peut-être de vous transmettre en tant que freelance. On va créer sous F quelque chose d'assez spécifique et d'orienté. Comment acheter du freelancing ? Une superbe initiative. En tout cas, merci pour cette interview. Après le bal local, comment peut-on rester en contact avec vous, Simon ?
Alors, sur mail, bien sûr, donc simon.lovino@sfr.fr, ou alors sur notre site www.ace-academy.fr. Et à partir de là, j'allais dire à travers le réseau LinkedIn, bien entendu. En tout cas, merci Simon d'avoir fait tomber le masque en acceptant de rejoindre le bal local. Et du coup, nous nous disons à très bientôt. Au revoir. Au revoir.